Ok, alors du coup, celui-là, je l'enregistre. On se le fait en direct dans le Discord. Comme ça, je vois tous vos messages. Normalement, pour ceux qui seront en replay, vous aurez les messages, vous aussi, en haut à gauche. Oui, je vois que c'est bon. Comme ça, vous pourrez être à la page. Ok, aujourd'hui, on prend un peu de temps parce que bah, j'ai un peu de temps libre et que me baladant un peu dans le Discord, il y a deux, trois trucs qui me gênent un petit peu dans les biais de certains. Alors, je préfère être franc, je vise personne en particulier. J'ai noté que parfois, certaines personnes se sentent visées à titre personnel. Donc, je vous le rappelle, je ne connais absolument personne d'entre vous et je n'ai aucun intérêt à viser des personnes en particulier. C'est juste que, comme souvent, moi, je vous vois comme une masse informe. Oui, j'en connais quelques-uns, mais voilà, je veux dire, je vous vois un peu comme une masse informe et ce qui m'intéresse, c'est la direction que prend cette masse. Donc, on va dire, je fais de l'étude statistique de l'ensemble de ce que vous êtes. Donc, ne prenez jamais les choses personnellement. Si vous sentez que ces choses-là vous visent, c'est justement parce que vous faites partie de l'ensemble et que vous êtes représentatif des différents biais que je vais évoquer. Ok? Donc, juste pour le faire en intro, c'est absolument nécessaire. D'accord? Donc, il n'y a jamais de visée personnelle. C'est loin de moi l'idée de faire ça. Dosio, de toute façon, ce dont on va parler aujourd'hui, les biais psychos, c'est clairement des choses que vous mangez tous dans le trading, tout simplement parce que, bon, d'expérience quand même aujourd'hui, j'ai quand même vu pas mal de vagues de gens qui ont été formés, et c'est assez marrant, vous passez systématiquement tous par ces phases-là, hein, donc il n'y a pas de, sur ce sujet-là de thèse fondamentale d'analyse du truc, c'est ni plus ni moins que moi, mon expérience sur plusieurs fournées et des schémas qui se reproduisent de façon assez systématique. Donc, comme je vous dis, ces biais-là, je les ai théorisés sous le nombre de deux pour essayer de les réduire à l'essentiel, et vous les connaissez déjà, le biais d'impatience et le biais d'incertitude. Ok? Ça veut dire que pour moi, la plupart du temps, tous les biais de trading qu'on va voir, chez les débutants, hein, j'entends bien, euh, de ce que j'en vois sur Internet, des gens qui vont vous théoriser ci, ça, en soi, on peut toujours les rentrer dans ces deux biais-là. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez créer tout un tas de biais, de machin, de bidule, de trucs bidules. En soi, pour moi, vous pourrez toujours les ramener dans ces deux catégories-là, qui, elles, par contre, sont indivisibles. C'est-à-dire que le biais d'incertitude et le biais d'impatience ne peuvent pas être rejoints. D'accord? C'est vraiment deux biais différents qui ont deux extrapolations distinctes. Ok? Donc pour moi, c'est le plus simple, c'est la plus pure simplification que j'ai pu faire des biais dans le trading. Alors qu'il y a évidemment énormément de biais possibles, d'accord, mais pour moi, ils reviennent toujours dans ces deux catégories-là. Donc j'essaie toujours de traiter la source plutôt que de traiter les symptômes, d'accord. Donc, on va le redire, ce biais d'incertitude et ce biais d'impatience se traduisent par de très nombreux symptômes variables chez les gens, mais c'est toujours la même cause, l'incertitude et l'impatience. Voilà en gros l'état de fait sur lequel on démarre cette émission-là. Normalement, ça ne doit pas être nouveau pour vous parce que je vous l'ai déjà bien débriefé dans les TL, que je finirai bien par refaire à un moment donné et j'espère plus clairement. Mais en tout cas, ça doit être clair dans vos têtes, d'accord? Cet aspect vraiment, attention à ces deux biais-là en particulier, parce que la plupart du temps, quand vous allez faire des erreurs psychologiques, c'est lié à ces deux trucs-là. Ok? Mais la chose qui est hyper importante et que je voudrais reprendre aujourd'hui, c'est que avant même d'entrer dans ces biais psychologiques, d'accord? Pour moi, il y a un piège dans lequel vous tombez tous, hein, enfin tous, vous tombez beaucoup. En tout cas, il y a très peu de gens qui ne sont pas touchés par ce truc-là. Et c'est encore plus dramatique pour ceux d'entre vous qui ne font que de la crypto, d'accord? C'est ce que je qualifierais de non-trading. D'accord? C'est-à-dire, pour moi, je parle des biais de trading, là. Ça veut dire, et ça sous-entend que vous avez déjà entrepris la démarche de prendre une stratégie, de faire des statistiques et de répliquer cette stratégie un grand nombre de fois. Bref, c'est pour ça que je prends aussi souvent l'analogie des joueurs, enfin des gens qui vont au casino. D'accord? Euh, euh, je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont déjà fait ici, mais en tout cas, je vous inviterai en soi à le faire. Ça vous permettra, avec le prisme de lecture que je vais vous donner aujourd'hui, peut-être de comprendre pas mal de choses. Ok? Cette analogie du casino, non seulement elle est d'une brutalité affligeante de vérité, mais surtout elle vous permettra probablement de prendre conscience de ces choses-là si vous êtes sous l'influence de ces biais casino. D'accord? Donc pour moi, je redirais bien, hein, d'accord?
Le biais d'incertitude et d'impatience, c'est le biais qui touche le trader qui a entrepris d'apprendre une stratégie. Mais il y a cette espèce de délire casino qui se construit autour du trading, d'accord, qui n'a mais rien à voir avec le trading. Je le redirai jamais assez. Pour moi, le trading dans le casino, c'est quand vous allez à la table de poker, d'accord. Ça veut dire, on va distribuer des cartes, il y a des règles du jeu. Ces cartes sont certes distribuées de façon aléatoire et il y a clairement une partie de facteur chance dans le poker, mais quand vous faites ça de façon statistique, c'est-à-dire vous jouez un très grand nombre de mains, vous jouez un très grand nombre de joueurs, vous jouez un très grand nombre de fois et vous arrivez à gagner. D'accord? Ça, c'est le métier de joueur de poker. D'accord? Il y a des gens dont c'est le métier. Ces gens-là, ils savent très bien tout ce que je vous dis dans le trading parce qu'ils l'appliquent déjà. Ils savent qu'il ne faut pas s'attarder sur une partie de poker. Ils savent qu'il faut être constant sur la gestion de la main. Si tu commences derrière, alors que tu connais tes statistiques réelles de distribution derrière sur telle ou telle carte, etc., et que tu décides ce jour-là que je m'en bats les couilles, eh ben, ça ne marche plus. D'accord? Ça ne marche que si on répète constamment les mêmes règles. C'est-à-dire il y a une base de décision qui est la même réciproque pour moi que l'apprentissage de la gestion du risque dans le trading. C'est-à-dire apprendre une stratégie et ne pas en dévier. Cette stratégie doit avoir des règles claires, tout comme pour ma part au poker, il n'y a pas d'autre alternative statistique que d'apprendre la probabilité de gagner avec telle ou telle main et d'apprendre la distribution et l'évolution de ces probabilités aux fonctions des différentes cartes qui vont arriver derrière. Ok? Ça, c'est la base en fait. Il n'y a aucun joueur de poker qui peut gagner de l'argent durablement sans faire ça. Et je vous mets au défi de me prouver l'inverse. Parce que c'est impossible. D'accord? Donc, la réalité, c'est que vous pouvez éventuellement me prouver que j'ai tort sur ce truc-là un petit nombre de fois, mais plus l'expérience va se reproduire, plus celui qui applique des règles non constantes se fera toujours démonter par quelqu'un qui applique des règles constantes. Ça prendra beaucoup de temps. 200, 300, 500 mains s'il faut, mais l'argent ira inévitablement, plus vous répétez l'expérience, de celui qui applique des règles, enfin de celui qui n'applique pas de règles à celui qui les applique. Ok? Est-ce que sur ce point-là, déjà, on est tous d'accord? Parce que ça, c'est intransigeant. C'est intransigeant. Ok? C'est la base. Il n'y a pas de trading s'il n'y a pas de répétition un grand nombre de fois d'une opération avec des cadres décisionnels constants. Dans le cas du poker, en général, on va apprendre les statistiques de distribution et l'évolution de ces statistiques au fur et à mesure des différentes nouvelles cartes qui arrivent. Et après intervient la dernière phase d'apprentissage du poker, c'est d'apprendre à moduler ces statistiques, d'accord, en fonction des informations que vous allez récolter à la table, en sachant que c'est poker menteur, puisque là, ces informations sont toujours indirectes, puisque les cartes ne sont dévoilées qu'à la fin. Ok? Ça marche pour tout le monde? Ça veut dire que de toute façon, vous ne pouvez faire que des hypothèses qui seront vérifiées ou non, et la plupart du temps, elles ne le sont pas, puisque vous ne saurez pas les cartes. Donc, vous ne faites qu'émettre des hypothèses, et la finalité, c'est une réussite ou un échec, et c'est là qu'intervient toute la psychologie dans le poker. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir voir des gens qui partent tous sur la même base de connaissances statistiques, et vous allez avoir des gens qui sont meilleurs que d'autres dans cet environnement-là. Et dans la durée, c'est-à-dire que là encore, un très bon joueur de poker, ça se caractérisera par la capacité à surperformer le reste des joueurs de poker statistiques durablement, sur un très grand nombre de distributions. Ok? C'est important que vous compreniez ça. L'analogie du poker par rapport au trading, c'est hyper important, parce que si vous essayez de jouer à poker menteur sans faire de statistiques d'abord, ça ne sert à rien. D'accord? Maintenant, un vrai joueur de poker, c'est aussi que s'il commence à faire des statistiques et de la psychologie sur des gens qui ne savent pas jouer, c'est très compliqué. Parce que ça redevient aléatoire. Concrètement, la personne que vous avez en face, elle va faire n'importe quoi. Donc, ça redevient un peu de la chance. Attention, hein, j'ai pas dit que de toute façon, le joueur de poker professionnel gagnera toujours contre un débutant. Mais il ne pourra pas utiliser la psychologie. Il va juste utiliser les statistiques et il va devoir jouer un très grand nombre de mains pour gagner face à cette personne. Mais il gagnera toujours. D'accord? Est-ce que
Vous voyez où je veux en venir? Ou pas du tout? C'est possible que vous voyez pas du tout où je veux en venir, mais je regarde juste si déjà l'argumentaire est rationnel ou pas. Pourquoi un professionnel qui joue face à un débutant n'utilisera pas la psychologie? Enfin, quand je dis professionnel, je veux dire un joueur de poker qui fait ça de façon correcte, on va dire. Pas besoin de gagner 50 000 tournois. Juste de dire, voilà, quelqu'un qui comprend et applique les notions qu'on a pratiquées, dont on a parlé avant, c'est-à-dire il maîtrise concrètement l'aspect statistique du poker, et en plus de ça, il a une capacité psychologique à récolter des informations supplémentaires qui modulent cette gestion du risque. Voilà. Ça veut dire, concrètement, le débutant, de toute façon, va jouer absolument n'importe comment et de façon tellement aléatoire que les informations subjectives que tu pourrais éventuellement extraire de cette personne sont probablement totalement bidons. Parce que cette personne-là ne fait absolument rien de spécial. Il ne gère même pas le risque. Donc, de base, tu vas peut-être interpréter un tel ou Dieu sait quoi pour dire là, il a peut-être ça et du coup je vais ajuster mon truc, etc. Et puis en fait, ça sert à rien du tout. Le mec, il est en train de jouer avec deux cartes bidons. Et voilà. Donc on fait très attention, ok? C'est très compliqué. Autrement dit, un professionnel qui joue avec un débutant gagnera toujours, mais par contre, il va mettre du temps à gagner. Ok? Mais il sait dans ce cas-là qu'il faudra être très patient. De toute façon, la patience lui donnera raison. Ok. Donc, si on a cette analogie du poker, et qu'on l'a fait par rapport au trading, c'est exactement la même chose. Pour expliquer ce pourquoi je vous définis souvent les deux grandes valeurs du marché, c'est-à-dire la notion de prix et la notion de valeur. C'est-à-dire que le prix, c'est concrètement un déplacement plus ou moins aléatoire, qui n'a pas vraiment de règles intrinsèques. C'est un peu le débutant au poker. D'accord? Et d'un autre côté, vous avez la valeur, c'est-à-dire on n'est pas en train de jouer avec des chiffres sans valeur, c'est des choses derrière réelles et des tangibles qui se produisent, et ça tendra toujours vers la valeur. D'accord? Vous pouvez très bien dire ouais mais c'est n'importe quoi là, tu nous racontes, il n'y a pas de preuves statistiques de ce truc-là. Eh bien si en fait. Pourquoi vous avez des gens comme Warren Buffett alors? Pourquoi vous avez des gérants qui y arrivent très bien et d'autres qui font n'importe quoi? C'est bien parce que ces gens-là ont une capacité technique à lire la valeur correctement. D'accord? Et à répliquer l'opération un grand nombre de fois. Donc c'est que c'est possible. Sinon, il n'y aurait que des perdants dans le marché. Ou il y aurait une distribution aléatoire des profits. Or, ce n'est pas le cas. Ça ne fonctionne pas comme ça. On le sait parce que ça a été fait et distribué comme ça. C'est ce qu'on appelle souvent, de toute façon, les lois de Pareto. D'accord? C'est-à-dire que même une distribution aléatoire tendra de toute façon vers une répartition inégalitaire derrière des revenus de trading. Parce qu'il y a des gens qui savent gérer le risque. Ok? Mais bien sûr, c'est une vraie distribution en loi de Pareto. Il y a très peu de gens qui arrivent à avoir une valeur ajoutée sur ces marchés-là. À court terme, l'argent ne fait que circuler de A à B et c'est une distribution purement asymétrique, c'est-à-dire très peu de gens récupèrent de l'argent, beaucoup de gens en perdent. Mais ça vaut aussi à long terme, c'est-à-dire qu'encore une fois, si vous misez sur des time frames de long terme, mais qu'en plus de ça, vous faites n'importe quoi, c'est-à-dire vous achetez n'importe quel truc parce que ça vous paraît être le truc du turfu et graphiquement ça colle pas, ça va pas. D'accord? Si vous faites ces gestions statistiques sur le long terme, en général, le bruit psychologique des débutants est lissé. C'est pour ça que je vous dis souvent la valeur, on triche moins là-dessus, parce que ce bruit spéculatif de débutants, il n'y est pas. En fait, quand vous tradez à long terme, vous tradez qu'entre professionnels. Il n'y a que des professionnels, en fait, qui s'exposent correctement au marché sur le long terme. À court terme, vous avez les débilos qui vont acheter tel ou tel truc n'importe comment, etc. C'est pour ça que je vous parle souvent de dire, si vous avez un capital important, jouez au poker. Pour jouer au poker, il faut essayer de se concentrer sur la valeur.
Et la répétition, parce que c'est pareil, il ne va pas falloir juste acheter 2 actifs en mode ouais, les graphiques ont l'air génial, il faut répartir un portefeuille. Ok? C'est hyper important. Et c'est là que tu verras la différence après, à travers le temps, entre un bon et un mauvais gérant. Il y a des gérants qui vont à peine arriver à surperformer le S&P 500 et d'autres qui vont y arriver très bien et durablement. Ok? Bon, donc ça, c'est la partie intéressante du casino, c'est-à-dire ce vers quoi vous devez tendre. Il n'y a pas de place pour tout le monde. On le redira jamais assez, 90% des gens vont se planter. Mais il y a des gens qui y arrivent et ils ont tous une base commune. C'est une base statistique. Et si vous voulez gagner de l'argent durablement dans les marchés, d'accord, soit vous le faites à court terme, c'est-à-dire vous avez une capacité à anticiper la psychologie des débutants, ce qui est quand même très compliqué, soit vous arrivez à appliquer vos modèles statistiques à moyen terme et vous avez une capacité à prévoir, à comprendre les mécaniques de la psychologie de marché. Mais ça vient en dernier lieu, c'est-à-dire d'abord on apprend la base statistique et après éventuellement on apprend à gérer la psychologie. D'accord? Dans cet ordre-là, c'est important. Maintenant, on va insister aujourd'hui sur autre chose. Parce que ça, vous le savez déjà normalement. Ce que je viens de dire là, c'est une répète de ce que vous devez déjà savoir. Hein. Maintenant, l'éternel problème pour moi, c'est que avant même d'arriver à la table de poker, au casino, et c'est ça l'expérience que j'aimerais que certains d'entre vous puissiez faire, si vous êtes et si vous vous reconnaissez dans la description que je vais faire là, pour moi, c'est important que vous la concrétisiez par quelque chose de physique. D'accord? Donc écoutez-moi bien. Le biais psychologique que je traduis ici, c'est donc de ces gens-là qui vont perpétuellement rester dans le délire de la psychologie du trading sans même avoir la base statistique. Je vous parle ici de casino parce que moi, à un moment donné, j'y allais au casino pour faire du poker, justement. Et il y a un truc qui m'avait frappé à cette époque-là, c'était justement toute la partie machine à sous. Donc, moi, la plupart du temps, ce que je vois sur les réseaux aujourd'hui, ou sur YouTube, ou sur machin et trucs bidules, d'accord, pour moi, c'est des gens qui jouent au casino, d'accord, mais qui jouent tous à la machine à sous. C'est-à-dire, c'est un monde que je caractérise par effectivement le sentiment d'action, le fait qu'on contrôle pas bien tout, on sent bien que c'est très aléatoire, mais il y a une forme de fantasme sur des grands chiffres, sur des mouvements très brutaux, de gagner beaucoup et perdre un peu tout le temps. Et ces trucs comme ça. Ces délires d'addiction, de jouer sur des biais primaires justement d'incertitude et d'impatience. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez même schématisé, c'est pour ça que je vous dis, si vous avez un doute là-dessus, allez au casino et sans jamais dépenser un euro, hein, d'accord? Vous y allez juste sans rien, juste pour faire euh, une étude de marché de ce qui se passe dans un casino, avec le prisme de lecture que je vous aurais donné là. D'accord? Allez voir ces gens-là qui sont aux machines à sous. Déjà d'une, c'est une large partie des gens qui s'arrêtent là. C'est effectivement là que ça brille, c'est rigolo, il y a des bruits partout, c'est très 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 dynamique, d'accord. Il ne faut pas y aller, d'accord, hein, on ne va pas se mentir, il ne faut surtout pas y aller et jamais commencer dans ces trucs-là, mais juste de dire, c'est là où la plupart des gens s'arrêtent, c'est aussi d'ailleurs la raison pour laquelle les casinos mettent toujours les machines à sous avant les tables. Pour que la plupart des gens s'y arrêtent. C'est là que le casino gagne d'ailleurs le plus d'argent. Hein. Donc, il faut juste le savoir, votre espérance de gain sur ces machines à sous, c'est là que c'est le plus faible. Voilà. Donc, concrètement, il ne faut pas toucher ces trucs-là. Mais c'est là que la plupart des gens s'arrêtent. Maintenant, regardez comment ces gens se comportent. Moi, il y a toujours eu deux classes. Il y a les touristes, c'est-à-dire eux, ils sont venus pour perdre de l'argent de toute façon, dans l'hypothèse d'éventuellement en gagner. Les statistiques, tout ça, ils s'en foutent. De toute façon, je viens au casino pour le casino. Je savais ce que j'étais venu faire. Ok, voilà, je viens, je perds mes 30 euros, plus ou moins vite, hein, mais de toute façon, je vais probablement effectivement les perdre. Et je vais, entre guillemets, choisir la machine à sous du moment. D'accord? Ça va être de dire, je ne sais pas pourquoi celle-là m'attire plus qu'un autre. C'est pour ça que vous avez tout un tas de thématiques. Vous allez avoir des machines à sous de ceci, de cela, etc. Le but étant de toujours trouver une qui va vous sembler de façon totalement subjective, meilleure que les autres. Ok?
Donc, allez-y et regardez ces gens-là qui, concrètement, ils vont au pur hasard du... Bon, voilà, de toute façon, je suis venu jouer, et éventuellement, je peux gagner, c'est rigolo, je suis venu passer un bon moment, etc. Bon, moi, j'appelle ça les vrais touristes du casino, et les touristes du trading, vous avez exactement les mêmes, hein. Ils viennent parce qu'ils ont entendu parler d'un truc, c'est super, c'est génial, j'ai envie d'essayer, je vais probablement perdre mon argent, je le sais, mais en attendant, à court terme, c'est la possibilité de gagner beaucoup, même si au final, je gagne un peu, je perds un peu, je gagne un peu, je perds un peu, la simple aléatoire distribution de ces rendements, donc le biais d'incertitude, me fascine. Comme je ne peux pas maîtriser le coup suivant, bah, dès que la partie précédente se termine, gagné ou perdu, je lance la partie suivante. Je suis dans cette volonté constante de maîtriser le temps, puisque je récupère une réponse toutes les X secondes, mais l'impossibilité de maîtriser la sortie. Donc, je suis dans l'incertitude totale, mais je maîtrise le temps. D'accord ? Je n'ai qu'une seule chose à faire, choisir ou non de reproduire l'expérience après la fin de la précédente. Ok? Ça va? Pour tout le monde? Vous comprenez que ça veut donc dire immédiatement s'auto-engranger dans l'inverse de ce qu'il faudra faire pour gérer vos biais plus tard. Puisque concrètement, vous apprenez à adorer l'incertitude, voire même la prendre comme un modèle de sécrétion de dopamine. C'est ça qui fait que vous continuez. Le fait que vous ne savez pas le prochain coup, même si je viens de perdre celui-là, je pourrais gagner sur le suivant. Et si je gagne sur le suivant, je m'en fous de perdre sur les 20 fois d'après parce que je sais que je pourrais regagner. C'est complètement aléatoire. Vous savez concrètement que ça ne dépend de rien du tout de logique. Il n'y a pas la moindre logique, mais cette absence totale de logique crée chez l'humain une forme de fascination dramatique. Donc regardez la tête de ces gens qui jouent sur les machines. Pourquoi font-ils ça? Ça ne comprend pas. Ils sont sous l'influence de biais éventuels, évidents pour vous, et prenez le temps de regarder ces gens-là et de les analyser avec ce prisme-là d'incertitude et d'impatience. Et comprenez qu'en fait, la seule chose qu'ils font, c'est satisfaire ces deux biais en tombant dedans les deux pieds joints. Et ça procure un sentiment assez dingue qui, pour moi, va fidéliser le touriste. Vous verrez même ceux qui étaient venus dépenser 20 et qui vont retirer 20 de plus parce que, au final, je suis venu avec mes 4 amis, mes 3 amis sont encore en train de jouer, moi j'ai perdu en 15 minutes, bon, bah, je vais remettre un peu. Je suis prêt à perdre plus parce qu'en fait, je viens pour perdre. Et si ce jour-là, un de mes amis a gagné, qu'est-ce que je vais faire? Je vais jouer encore plus parce que je dois gagner aussi. Il y a cet effet d'emballement spéculatif global qui est de dire il suffit qu'il y ait un gagnant pour redonner envie à plein de perdants de jouer. D'accord? Vous le verrez ça au casino, c'est clair et c'est évident et c'est mis en avant. Les gagnants, même pas forcément très gros gagnants, vont de façon assez visible en général l'exprimer. Ah putain, j'ai gagné. Voilà. Et ça, hop, ça relance tous les perdants qui se seraient probablement arrêtés ou machin, etc. Derrière, le choix de la machine est souvent très aléatoire. Ok, donc ça c'est le touriste. Après, oui, mais tu vois que les parallèles avec le marché crypto sont juste extrêmement dramatiquement similaires. Euh, donc maintenant, tu as les gens qui exploitent. Là, écoutez bien, parce que ça, je vous dis, la plupart des gens qui vont au casino la première fois ne le voient pas. Maintenant, essayez, si vous allez au casino, d'accord, que vous voyez donc les touristes, essayez de regarder les 4 ou 5 personnes, en général, elles sont rarement plus, qui, elles, ne sont pas vraiment des touristes. En général, elles ont l'air beaucoup plus âgées, sont pas du tout en train de s'amuser, ils sont plutôt en train de regarder ce qui se passe. Ils observent en fait, puis à un moment donné, ils vont aller s'asseoir sur une machine et ils vont jouer maladif, mais enfin pas maladif, ils vont jouer mécanique. Et ils viennent et c'est pièce, tac, hop, ok, j'ai le résultat. Pièce, tac, 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 tac. Eux, vous voyez bien qu'ils sont pas dans le bonheur, enfin ils sont pas dans le tourisme, ils sont pas dans la découverte, etc. Il n'y a pas l'apparence du biais cognitif, puisque là, vous voyez bien qu'il y a la recherche de quelque chose de plus déterministe. Est-ce que certains ont déjà vu ces gens-là au casino ou pas? Pour ceux qui y sont déjà allés. Pour ceux qui n'y sont jamais allés, vraiment, vous y allez avec 0 fucking euro en poche, vous y allez juste pour voir. Et regardez-les, ces gens-là. Vous verrez, ça va vous marquer. Ils sont généralement pas nombreux, ils se connaissent.
Non, non, mais je suis pas là pour vous demander comment vous allez au casino, on s'en fout. Je suis juste là pour vous dire, le casino, c'est une extrapolation à échelle humaine et dans la vie réelle de quelque chose que vous verrez systématiquement dans les marchés. Et si vous avez du mal à le comprendre, allez au casino pour le voir à échelle réelle, et derrière, vous verrez plus jamais les marchés de la même façon. Parce que c'est tellement similaire. Donc bref, je reviens. Vous avez en général ces 3-4 personnes qui, elles, rien à voir. D'accord? En général, elles ont le seau plein, elles sont pas du tout dans l'émotion, effectivement, et elles sont juste en train, en fait, de compter l'argent que les gens sont en train de perdre. C'est-à-dire, les touristes, elles vont regarder chaque machine pour regarder combien de pièces t'as mis et combien d'argent t'as sorti. Passé un certain montant, en général, elles savent que ces machines doivent rendre à peu près 80-85% des bénéfices. Donc, elles savent que si tu viens de perdre beaucoup sur une machine, en général, tu vas t'en aller. D'accord? Puisque toi, tu vas dire, ah, c'est vraiment une machine de merde, pas de chance, etc. Boum, tu viens d'épuiser tout ton seau dedans, donc tu t'en vas parce que tu n'as plus d'argent. Soit tu vas aller retirer pour revenir sur la même machine ou pas, mais dans tous les cas, le premier truc que va faire cette personne, c'est venir s'asseoir là où tu étais et jouer de façon maladive. Enfin, jouer de façon mécanique. Je joue pour tirer de la machine ce que toi, tu viens d'y perdre. Cette personne-là, elle applique des statistiques. Elle sait que tu as perdu à peu près tant, parce qu'elle a vu combien de pièces tu as mis, et à peu près combien en sont ressortis, combien de temps tu as joué. Elle sait à peu près, de manière indirecte, parce qu'en général, attention, elles ne sont pas en train de noter sur un carnet, c'est pas généralement des gens à 180 de QI. Mais juste de dire, ils ont, par la répétition, ce sentiment naturel de, ok, voilà, c'est les lurkers, exactement, c'est comme ça que ça s'appelle. Mais bien sûr. Ah non, mais ça existe vraiment, hein. Moi, quand j'allais dans les casinos, je les voyais, ces gens-là. J'ai discuté avec eux, donc je sais comment ils font, si tu veux. C'est assez dingue. Ils sont capables de perdre 1002, 1003 sur une journée, hein. Ça vient jouer un SMIC, hein. Parce que, voilà, le problème de ces gens-là, comme je vous dis, c'est que c'est souvent assez dramatique, parce que ça nécessite une très grande répétition. Parce que, encore une fois, les aspects statistiques de ces machines, c'est recracher 85% du bénéfice, mais ça peut mettre très longtemps. Ça veut dire que le lurker lui-même ne sait pas combien de temps il va falloir pour que sa stratégie soit profitable. Mais par contre, il va falloir jouer un grand nombre de fois. Le problème de cette stratégie-là, c'est que le lurker, il peut très bien lui aussi avoir de la chance et venir et je te mets 4 pièces et boum, je débloque ce que le mec d'avant avait perdu. Super, joli gain. Par contre, il y a des fois où c'est plus emmerdant. Ça vient et la personne va lurker pour 1000 boules sur une machine dans l'espoir de récupérer peut-être 50 balles de bénéfices qui avaient été perdus avant. Et le problème, c'est que le lurker, c'est un être humain. C'est-à-dire que au bout de 8 heures, il faut te lever, il faut aller pisser. Et si les autres lurkers sont cool avec toi, ils travaillent ensemble. Si c'est pas le cas, les autres vont venir travailler pendant que tu travailles pas. Donc tu commences à rentrer dans l'addiction. C'est-à-dire là, c'est pareil, j'ai toujours pas débloqué mon gain, donc je continue. Où il est le problème dans la stratégie des lurkers? Ouais. Le ratio dépense de temps par rapport à l'espérance de gain ne se valent pas. C'est pas très intéressant en fait de faire ça. Pire, il y a encore un facteur statistique qui est irréductible, qui est que la machine, elle doit recracher 85% de ses gains, mais elle doit aussi accumuler pour les jackpots. Ça veut dire que en soi, la répartition statistique des 85% qui doivent être recrachés, elle n'est pas du tout conditionnée dans le durée dans laquelle va jouer le lurker. En soi, la machine, elle peut très bien accumuler ses gains pendant très longtemps, bien plus longtemps que toi, tu n'auras d'argent et de temps à consacrer. Autrement dit, le facteur de la variabilité statistique que tentent d'exploiter les lurkers n'existe pas vraiment. Ou en tout cas, il est tellement variable que à l'application d'une stratégie, il vaudrait mieux le faire à la table de poker en fait. Ben oui. Donc maintenant que vous avez ces systèmes-là, d'accord? Donc de comprendre, et si je fais la parallèle par rapport à ça, maintenant revenons dans le monde du trading, d'accord? À quoi correspondent ces différents profils? Vous avez donc des touristes, ils vont perdre. C'est les 85% de gens qui viennent dans le marché, ils s'imaginent plein de trucs, mais au final, ils finissent par aller à la table qui brille le plus. C'est généralement le dérivé de la volatilité, c'est-à-dire ils vont regarder des chiffres qui font envie, ou essayer de copier des gens qui prétendent faire des chiffres qui font envie. Et bref, c'est le même comportement que ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire, plus tu vois un mec qui a gagné gros, plus tu t'imagines que tu pourrais gagner gros, donc plus tu rejoues.
Mais en réalité, c'est un aléa statistique qui est souvent la conséquence de l'accumulation d'un nombre incroyable de pertes, d'accord, euh, euh, qui va se libérer d'un coup sur une machine. Tu as les lurkers par-dessus, qui eux, donc comme on l'a dit, attendent que les autres commettent des erreurs et tentent de venir récupérer l'argent derrière, avec plus ou moins de succès, mais souvent une inefficience du capital assez impressionnante. D'accord? Jusque-là, ça va? Après, vous avez les tables de jeu, d'accord? Alors la roulette, c'est fantastique, c'est génial, comme je vous dis, ça c'est ce que font la plupart des gens, c'est le trading intraday pour moi, d'accord? Euh, euh, donc là, la roulette, c'est on va faire de la pseudo-statistique, mais en soi, le money management est complètement à chier. Donc comme je dis souvent, la prédominante number one d'un trader intraday, c'est qu'il risque plus que ce qu'il gagne. Donc déjà, moi je vous dis, de base, ça commence mal. Et c'est très équivalent au système qu'on voit aux gens qui jouent à la roulette, entre martingale complètement furieuse et délire statistico-débile. Bon, voilà, la roulette, on va dire, c'est le début d'un truc qui pourrait ressembler à la statistique. Pour moi, c'est très similaire au trading intraday. Pareil, si tu veux gagner de l'argent à la roulette, fais des maths, tu comprendras que grosso merdo, tu vas repartir avec ce que tu avais gagné et que dans la durée, si tu gagnes une fois, que tu perds une fois, que tu gagnes, enfin bref, tu vas rester à peu près à l'équivalent de ce que tu avais démarré. Bon, encore une fois, c'est pas si mal, d'accord? C'est déjà mieux que ceux qui sont garantis de perdre plus ils jouent dans l'épisode précédent, hein, d'accord? Comme on a dit, toute la partie machine à sous, vous êtes sûr de perdre. C'est mécanique, c'est comme ça, c'est prévu. Après, il y a un mécanisme de redistribution qui fascine certaines personnes et qui tentent d'en faire un métier, mais encore une fois, l'efficience de leur capital et la perte relative du temps et l'entretien des billets de persister dans cet endroit-là du casino montrent que franchement, c'est pas très malin. Le deuxième, donc, si derrière vous allez un peu plus loin dans le casino, vous allez voir, les gens s'arrêtent généralement aux tables de jeu et ils sont fascinés généralement par les séries anti-statistiques. C'est-à-dire, voyez-le par vous-même, la table qui a généralement le plus de monde et vous allez voir de l'animation, c'est la table où quelque chose d'anormal se produit. C'est-à-dire, oh merde, il y a eu une super série de noirs, ou de rouges, ou de pairs, ou d'impairs, puisqu'en général, les gens vont pas plus loin que les trucs binaires. Bon, il s'arrête là et vous voyez donc des gens qui misent et vous avez toujours les deux classes. C'est-à-dire là vous allez voir ceux qui misent sur la continuité de la série et ceux qui misent sur le retour à la moyenne. D'accord? Donc vous avez les adeptes de la secte et les adeptes de la martingale. C'est-à-dire de toute façon la série va revenir à la moyenne, donc je mise systématiquement sur le rouge vu qu'il n'y a eu que des noirs. Ok, super. Bon, en soi, encore une fois, c'est un jeu à somme nulle. L'argent il se transfère de l'un à l'autre. Et il y a la magie du zéro pour que de toute façon le croupier finisse toujours par s'en sortir. Bon, après, vous avez ceux qui, là encore, vont essayer d'élaborer des stratégies plus complexes. Vous allez les voir miser sur certains chiffres, machin, bidule, etc. Bon, ça, c'est pareil, j'ai beaucoup discuté avec ces gars-là. C'est bien, il commence à y avoir des maths un peu, c'est très bien, mais là encore, l'éternel problème, c'est qu'une partie de roulette, ça prend du temps. Et que du coup, ces gens-là doivent gaspiller un temps astronomique pour pouvoir répéter l'occurrence statistique. Et puis, il y a toujours ce putain de zéro. Voilà. Donc, encore une fois, il y a ça. Avec le fait également que la plupart de ces gens, et vous le verrez, donnent la plupart du temps pas mal de pourboires aux croupiers. Donc là, j'ai jamais trop compris si c'est parce que le croupier peut orienter ou pas. Enfin bref, on m'a dit des trucs que j'ai pas trop pu vérifier. Mais bon, grosso merdo, entre les tips et le zéro, bah, je vois difficilement comment ces gars-là gagnent réellement de l'argent, en tout cas durablement. Il y a aussi, ça va être des facteurs chance. Il y a des moments où ça va, des moments où ça va pas. Mais concrètement, pas de réelle efficience du capital. Et puis après, donc je vous dis, il reste des tables. Alors, le blackjack, ça sert à pas grand-chose si ce n'est apprendre à savoir compter les cartes. Parce que là, il peut y avoir un avantage statistique clairement. Mais il faut maîtriser le comptage des cartes. Et ça, c'est tout sauf facile. Mais c'est faisable, hein. C'est clairement faisable. Bon, c'est interdit de toute façon si on te trouve. Enfin, si on te trouve. Si on voit que tu comptes les cartes, on va gentiment te demander de sortir. Voilà. Voilà comment ça fonctionne. OK? Donc, le blackjack, il y a clairement quelque chose à faire, mais il faut en soi apprendre à moduler les mises par rapport à une occurrence statistique qui nécessite une récolte d'informations sur X parties, en sachant qu'en plus, aujourd'hui, maintenant, ils changent le jeu à chaque fois pour que tu puisses difficilement compter les cartes. Donc, c'est faisable, mais c'est extrêmement difficile. Il faut compter sur un deck extrêmement large, et en plus, ils changent les decks aujourd'hui pour rendre la chose très compliquée. Donc, compter les cartes, je crois qu'aujourd'hui, je ne sais même pas si c'est encore faisable. Et si c'est encore faisable, ça nécessite une complexité affligeante à tel point que je ne sais pas si un cerveau humain est encore capable de le faire.
Bon, moi, ça fait des années que j'y suis pas allé, donc je sais pas si aujourd'hui ils n'ont pas encore remplacé ça pour que tu puisses même plus le faire, quoi. Donc bref, ça redevient un jeu de hasard, mais à la base, le blackjack, pour réellement gagner statistiquement dessus, il fallait apprendre à compter les cartes et varier ses mises. Donc, si vous captez, eh ben, c'est de la gestion du risque. Il faut identifier un contexte, réduire des probabilités et ajuster ses mises en fonction de la probabilité. Donc, on était bien ici sur du trading, ou en tout cas quelque chose qui s'en rapproche. Et on a dit après, il y a les tables de poker, c'est ce qui pour moi se rapproche le plus du trading avec la notion psychologique, c'est-à-dire l'aléa réel de la distribution des cartes, plus la subjectivité de la lecture entre guillemets des cartes que vous pensez que les autres ont pour ajuster vos statistiques, mais ça reste là-dessus. Un joueur de poker, il connaît les statistiques de base et il ajuste les statistiques en fonction des informations qu'il va récolter sur la façon de jouer des autres. Ce qui lui permet derrière de voir les probabilités subjectives de ce qu'il entrevoit être la distribution des cartes entre les mains. Et en fonction de ça, il va miser en prenant en compte la réaction permanente des joueurs pour réajuster ses statistiques en cours de route. Et il y a toujours le facteur fucking chance, c'est-à-dire derrière, si on va à tapis, on sait qu'il y a des probabilités statistiques qui sont tout sauf 100%, et du coup, tu peux très bien partir avec 75% de chance de tirer, et puis au final, à la turn, tu vas te prendre, ou à la river, tu vas te manger un truc sorti de nulle part, et tu perds, et c'est comme ça. Et donc, encore une fois, là encore, la variabilité statistique de chaque partie reste aléatoire à court terme, pas à long terme. Ok ? Donc, si vous comprenez tout ça, ok? Donc, il y a des méthodologies connues, répétées, apprises. Ça, c'est ce que je vous dis, les professionnels, les gens qui évoluent dans les marchés financiers durablement, ont tous cette base. J'en ai jamais vu un seul y aller au feeling durablement. Donc, cette base, vaut peut-être mieux commencer par ça, c'est ce que je vous dis. La deuxième chose, c'est qu'une très large partie des gens s'arrêtent du côté bling-bling, ça monte, donc il y a plein de gens. Enfin, voilà, je m'abreuve d'informations parce que je pense que c'est ça, mais en fait, il n'y a rien, il n'y a pas de statistiques derrière ces trucs-là. C'est du vent, c'est des trucs qui bougent et qui vous attirent. C'est pour moi très similaire avec le casino. Ça bouge, pardon, avec les machines à sous. Ça miroite de gros gains, plus ou moins réels. On ne sait pas, mais c'est souvent les autres qui gagnent hein, en soi, mais ça vous incite à continuer de jouer. C'est très problématique parce que c'est très similaire au biais de ces gens-là que vous verrez dans les casinos. Ils vont là où il semble y avoir de l'action, mais tout est subjectif et croisé à droite à gauche par des choses qui n'ont pas vraiment de réalité physique. C'est juste des mécanismes aléatoires, purement aléatoires. Et en soi, plus les gens restent enfermés dans cette illusion de statistiques qui n'en sont pas et qui en fait ne sont que de la chance, sont bloqués dans un mécanisme de redistribution permanente entre le fait qu'ils viennent soit s'amuser, donc je ne suis pas venu pour aller au-delà de ça, hein, et le fait qu'il y a des gens qui concrètement suivent ces gens-là pour exploiter leurs faiblesses et essayer de tirer un peu d'argent. Les fameux les fameux lurkers. Ok? Donc c'est important que vous compreniez ça. Ok? Ça, c'est donc les deux profils qui, pour moi, évoluent à court terme. Et c'est ça que je vous dis, la différence entre un broker et un touriste. L'argent du touriste ira toujours chez le broker, parce que le broker, il fait à la fois le lurker. Alors, le lurker, c'est souvent le liquidity provider, c'est pas tout à fait pareil. Donc, on va dire, l'apporteur de liquidité, donc le market maker, c'est souvent lui qui va jouer le rôle du lurker, et le broker, lui, il fait tourner la plateforme et il prend un fee. Donc, le broker, c'est le casino, le lurker, c'est le liquidity provider ou le market maker, enfin celui qui a une capacité à faire le marché avec sa liquidité. Et les touristes, c'est ceux qui jouent. D'accord? Donc, comme je vous dis souvent, vous vous faites complètement baiser par le market maker, parce que de toute façon, il vous tend des pièges, vous rentrez dedans comme des débiles, et puis évidemment, de toute façon, plus vous jouez, plus le broker gagne, et de toute façon, celui qui fait le marché, l'apporteur de liquidité, le market maker, lui, globalement, il s'en fout. Il vous donne un peu du supply, mais il sait qu'il va le reprendre derrière. Et plus vous jouez, plus de toute façon vous devenez addict, et plus de toute façon vous continuez de jouer. Donc, si vous réussissez sur ce coup-là et qu'il récupère un peu moins de supply derrière, ou qu'il doit payer un peu pour le récupérer, de toute façon, il vous baisera à une autre machine. Donc, entre guillemets, c'est un jeu à somme nulle, c'est de la gagne, vous perdez, et ça ne va que dans un sens. Ok ?
Donc vous passez ce truc-là. Tout ça, c'est le trading de court terme. J'espère que vous avez compris. C'est les gens qui réagissent à des informations. Ça veut dire, oh putain, d'un coup, truc à pomper, machin, je vais tirer. Eh ben non. Désolé, ça c'est machine à sous, ça, tout de suite. Donc oublie. Qu'est-ce que c'est que ce délire-là? Ouais, elles sont où les statistiques? Il n'y a rien du tout là. Donc là, c'était en train de suivre un truc, c'est complètement subjectif, il n'y a, pas de, y a pas de- y a rien, il y a un fond juridique d'analyse. Donc stop, terminé. On ne réagit pas aux analyses de marché. Pardon, on réagit pas aux aléas de marché. C'est pas parce qu'un token a fait 30 ou 50% sur la semaine qu'il faut y aller. D'accord? Vous faites votre analyse statistique. Est-ce que ça vaut le coup d'y aller? Oui, non, dans quel cadre, etc. Et comment je fais, tout ça. D'accord? Donc, toujours, une analyse, c'est la base. Donc, on ne réagit pas aux informations. On ne va pas sur les sites qui catalysent ces informations. Voilà pourquoi, moi, perso, j'ai supprimé Twitter. Ça ne sert à rien, en fait, Twitter dans le trading. Pourquoi? Vous avez besoin de savoir pourquoi tel actif monte ou baisse, ou etc. Non, on s'en fout, encore une fois. Ça revient à dire, ouais, je préfère quand même savoir pourquoi tout le monde s'excite à cette table. Non, on s'en fout, vous ne devriez même pas la regarder, cette table. D'accord? Donc ça, c'est hyper important. Soit vous pouvez rester sur la bande touche comme ça et intellectualiser tout ce qui se passe dans la partie machine à sous, soit comme je vous dis, vous y passez un quart d'heure et vous regardez. Et vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose à retenir de ce truc, mis à part ce que je vous ai dit. Il y a les touristes, il y a les scalpers, et puis c'est tout. Ok? Pardon, les scalpers, les lurkers. Donc, comme je vous l'ai dit, laissez-les, les apprentis scalpers, etc. Il y a des scalpers qui arrivent à le faire professionnellement, hein. Je ne dis pas le contraire, mais ils sont tellement rares et ils ont des profils psychologiques tellement particuliers que oubliez le fait de gagner de l'argent dans le trading de court terme, hein. Parce que qu'est-ce que vous venez y chercher dans le trading de court terme? Des réponses rapides, maîtrise du temps, et vous êtes fasciné par l'incertitude de ce qui se passe à court terme. C'est tout sauf bon, parce que ça va vous introduire, ça va vous auto-entretenir dans les biais que vous devez détruire pour espérer en plus devenir un trader profitable derrière. À condition déjà d'apprendre des règles statistiques, hein, on l'a dit. Mais les biais psychologiques, c'est quelque chose qui fait que malgré les statistiques, vous allez ne pas les respecter. Ok? Donc c'est hyper important de comprendre ça. Le trader, c'est quelqu'un qui apprend et qui maîtrise ses statistiques et qui contrecarre les biais psychologiques qui l'inviteront toujours à revenir dans le mode de merde. C'est-à-dire, bon, cette fois, je n'applique pas les règles ou je les tords. D'accord? Donc les biais, c'est ce qu'on contrecarre et vous savez toujours qu'ils sont sur la base de deux biais, l'impatience et l'incertitude. L'incertitude, on la limite en ayant une analyse maîtrisée intégralement. Sinon, on ne fait pas. D'accord? Si ce qu'on est en train de faire, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, il vaut mieux pas le faire. C'est important. OK? C'est vraiment important. Le deuxième, le biais d'incertitude, comme je l'ai dit, c'est que souvent, la plupart du temps, vous savez quel va être votre prochain mouvement, mais le marché va vous faire attendre. Et ça, c'est chiant. D'accord? Parce qu'il y a ce biais d'action, de sentiment, que si on ne fait rien, les choses ne vont pas se produire. Mais soyez rationnel, encore une fois, le marché, il n'en a rien à foutre de vous. D'accord? C'est en contrecarre. Donc, quand vous devez attendre, il faut attendre. Et c'est chiant, mais encore une fois, c'est là où tout l'intérêt pour moi d'utiliser des indicateurs, quels qu'ils soient, et des belles plateformes comme on a aujourd'hui, utiliser les alertes, bordel. Les alertes, c'est le meilleur moyen pour lutter contre un biais d'impatience. Donc, incertitude, on la carre avec des règles stratégiques claires, d'accord? Et si elles ne sont pas claires pour vous, il ne faut pas trader ce truc-là, d'accord? Quand les règles sont claires, on y va. Ça veut dire que là, on a déjà carré son biais d'incertitude. On sait ce qu'on fait, pourquoi on le fait, on sait où on va gérer le risque, on sait où on invalide. Il n'y a plus d'incertitude sur l'allocation de capital. Rappel, si vous faites ça sur 80% de votre capital, c'est plus du trading, c'est plus de la gestion du risque, c'est n'importe quoi. Cette occurrence statistique, elle ne marche que si vous répétez un grand nombre de fois. OK? Mais c'est votre sécurité pour le capital, la gestion du risque. Après, attention à ne pas l'altérer de façon biaisée sous l'influence de ces deux biais. OK? Et si vous l'appliquez correctement, la seule chose qui reste derrière, c'est comme on l'a dit à la table de poker. Déjà, si vous faites ça, vous arriverez normalement à gagner un peu d'argent. Durablement. D'accord? Si vous voulez gagner énormément d'argent, c'est là qu'intervient la psychologie. D'accord? C'est là où vous allez être capable de devenir de plus en plus fin sur la lecture de vos gestions du risque. C'est là où vous allez dire
là, je vais y aller un petit peu moins fort, et là, un petit peu plus fort, mais pour des raisons qui ne sont plus simplement subjectives. C'est-à-dire, là, vous êtes sur de l'ajustement, du fine-tuning. On n'est pas sur, oh ben là, je me bats les couilles, j'ai pas décidé que c'était 2%, j'y vais to the moon abroad. Ok? C'est hyper important de comprendre ça. La différence, c'est qu'un professionnel qui va introduire la psychologie dans le marché, il va le faire avec des règles, là encore. C'est pas, on s'assure toujours que les billets ne soient pas personnels. Et on ne se remettra jamais contre la statistique de toute façon. La psychologie ne remplace pas la statistique. Elle apprend à moduler plus finement. D'accord? C'est tout. C'est uniquement ça. Et c'est tout sauf une science exacte. Ça ne se vérifie, la bonne capacité de lecture psychologique du marché d'un trader, ça ne se vérifie qu'à partir des années. C'est la capacité à dire, ouais, dans cet environnement-là, hein, quand même, il y avait un truc, voilà. Donc c'est là où malheureusement, moi aujourd'hui, je vous perds pour la plupart d'entre vous parce que vous pensez que c'est ça le nerf de la guerre, d'arriver à faire ci, ça. Mais non, d'accord? Moi c'est juste, j'essaie aujourd'hui, et j'ai bien compris à travers les années, que quand le marché fait un peu de la merde et qu'on a ce décalage entre prix et valeur, en témoigne par exemple le début de l'ère Trump avant le Covid, des trucs comme ça. Tout ça, je dis, je sentais les asymétries et des trucs assez anormaux. Et je vous ai dit, je vais faire gaffe à la gestion du risque parce que je sens qu'un sale truc se passe. Enfin, un sale truc se prépare parce que on est en train de séparer le lien prix-valeur et ça me gêne. Et c'est toujours dans ces environnements-là où, comme je vous dis, vous avez deux positionnements. Soit vous y allez encore plus agressif, c'est débile, soit au contraire, vous comprenez qu'il va y avoir une réciproque derrière. On tend l'élastique, mais ça va revenir vénère derrière. Et comme je vous dis souvent, c'est ça que j'essaie de vous apprendre sur ces gros time frames. D'accord, j'appliquerai jamais ces règles sur des petits time frames. Au court terme, il peut se passer ce que vous voulez, mais à long terme, ça revient toujours. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Je ne peux pas l'expliquer outre mesure, puisque je dis ce sont des théories subjectives et psychologiques, mais j'ai jamais vu le marché se décaler plus longtemps que que une ou deux années au maximum. Donc attention aux fameux excès, etc. Et c'est là où je vous dis de faire très très attention. Euh, une machine à sous qui crache 1 million de dollars et sa voisine qui crache 1 million de dollars juste derrière, ça ne veut pas dire que la troisième va faire pareil. Enfin, c'est un peu dangereux, voilà. Moi, je vois des extrapolations statistiques qui n'ont rien à voir. Et c'est de la psychologie basée sur rien. C'est de la psychologie basée sur des déplacements de gros chiffres, de séries statistiques qui n'en sont pas. Enfin, c'est assez dangereux, voilà. Donc j'aimerais que vous fassiez attention et que vous soyez capable de séparer, mais je pense qu'au début, il vaut mieux que vous oubliez complètement la psychologie, en fait. La psychologie, ça arrive en bout de course. La seule psychologie que vous devez gérer quand vous apprenez le trading, c'est vos deux biais, incertitude, impatience. Est-ce que, malgré la connaissance de vos règles, vous êtes en train de faire autre chose parce que vous aimeriez que ça se passe plus vite, biais d'impatience? Ou justement, je vais take profit parce qu'en fait, je suis pas trop sûr de ce que j'étais parti faire à la base, j'ai un doute, et le doute, ça m'emmerde, donc allez, go, je take profit. Et en fait, votre stratégie, vous la connaissiez, vous avez take profit n'importe comment parce que bah, vous aviez des doutes. Donc ça, c'est le signe que vous ne maîtrisez pas encore assez bien vos règles. Ou alors que vous avez cédé à l'incertitude. Vos règles, elles devaient supprimer cette incertitude et vous l'avez laissé rentrer de nouveau. C'est une erreur. Apprenez à ne pas la reproduire. Je ne vous jette pas la pierre, je les ai fait ces conneries avant d'apprendre. D'accord? Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais si vous voulez vous aider aujourd'hui, la seule idée que j'avais avant d'enregistrer ce truc-là, je repensais à ces délires-là de casino, là, en regardant ce truc-là et en regardant encore une fois les distributions. Parce que je veux dire, un truc comme ça, vous allez juste très vite, vous dites, putain, 50%, je suis en train de rater des trucs, c'est pas possible. Non, en fait, regardez la distribution du top 100, hein, et en fait, vous vous rendez vite compte que, entre guillemets, il y en a qui montent, il y en a qui baissent, mais le net, il est nul. D'accord? Donc là, tout le monde est en train de se diriger sur les machines à sous qui crachent plein d'argent. Mais à côté de ça, celles qui ont craché de l'argent avant sont aujourd'hui en train de se péter la gueule. Donc en soi, est-ce qu'il y a vraiment des statistiques là-dedans? Non. Qui gagne de l'argent là-dedans? Les market makers et le broker. Parce qu'ils vous apportent de la liquidité ici, ils l'enlèvent là, ils refont ci, ils refont ça, et puis vous, comme des débiles, vous courez après des trucs qui sont purement basés sur de l'aléa, quoi. Ok? Donc essayez de bien comprendre ça, c'est hyper important.
Est-ce que ça vous aura aidé aujourd'hui? Parce que si c'est pas le cas, je vous dis vraiment, essayez de synthétiser tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui, de réidentifier ces différents profils et allez vraiment dans un casino pour le voir. On est dimanche, il va y avoir vachement de monde dimanche soir au casino. Allez-y et regardez par vous-même. Prenez pas un seul fucking euro, vous allez faire une étude de marché. Vous allez voir que tout ce que je vous ai dit, vous allez le voir dans le vrai monde, dans la vraie vie, et vous allez le vérifier tout ça. Passez d'abord, analysez la partie bling-bling du casino. Progressez vers les tables et regardez comment se comportent les gens aux tables en général de la roulette. Et derrière, allez regarder comment se comportent les gens au poker. Ok? Et regardez autour de la table de poker. Qui est le touriste? Il est venu jouer un peu. Qui est là? On voit que ça fait un moment qu'il est là. Et vous les voyez tout de suite. Les gens qui de toute façon pratiquent des statistiques. Ça se voit tout de suite. Eh bien, via le prisme de ce que je t'ai dit aujourd'hui, réponds à ta question, Alex. Qu'est-ce que j'en pense, moi, de ces gens? Ils sont à quel endroit dans le casino, ces gens-là, pour moi? Voilà. Pour moi, ces gens-là, ils font des statistiques avec des trucs qui n'en sont pas. Ils sont basés sur des effets d'emballement spéculatif qui reviennent à dire si les gens sont tous autour de cette table ou de cette machine à sous, c'est parce que elle crache plus que les autres. Non, elle va tendre vers la même statistique, c'est-à-dire qu'elle va recracher proportionnel à ce qu'on lui a mis dedans. Et si plein de gens mettent dedans, ça permettra éventuellement de gagner plus à celui qui gagnera le jackpot, mais tous les autres vont perdre. Non, non, non. Moi, ce que j'essaie de... Évidemment, c'est plus compliqué. Attention, c'est une parallèle qu'on fait. Ce que je dis ici, c'est juste que derrière, quelle est la chose qui va séparer un truc qui monte n'importe comment. Donc, comme je vous dis, l'aspect un peu moutonnier, casino, tout le monde va sur la même machine à sous parce que c'est fantastique. Voilà. D'accord? Moi, je vous parle juste de l'aspect relationnel qu'ont les traders avec le sous-jacent, c'est-à-dire l'exposition de leur capital à quelque chose. D'accord? J'ai de l'argent. Je viens pour l'échanger contre. Enfin, je viens pour l'exposer dans le casino dans l'espoir de gagner plus d'argent. Et ce que j'essaie de vous montrer, c'est quelles sont donc les différentes méthodologies et étapes psychologiques qu'utilisent différentes personnes pour la même finalité, c'est-à-dire venir avec de l'argent dans l'espoir de ressortir avec plus d'argent. Cette analogie est très similaire avec ce qui se passe dans les marchés. Tout le monde vient se confronter au marché dans le même objectif, gagner de l'argent, mais chacun a des approches complètement différentes. Oui, moi sous cette forme-là, je suis plus d'accord. Si tu me dis effectivement, j'attends les retours pour rentrer sur les altes qui ont surperformé, oui, ça peut aller. Ça conditionnerait en leur cœur. C'est-à-dire que pour moi, encore une fois, tu as une liquidité non efficiente. Mais c'est déjà vachement mieux que ceux qui font n'importe quoi. Mais déjà, tu as une forme de stratégie, c'est-à-dire tu sais ce que tu vas faire. Tu n'es plus sous l'aléa de la distribution aléatoire. Tu as une règle, tiens-toi-y. Non, non, non. Moi, ce que je vous dis de toute façon, d'accord, c'est que quoi qu'il arrive, le seul endroit où, si je devais choisir, c'est-à-dire si moi j'étais au-dessus de ce truc-là, d'accord, j'ai dans ce cas-là une mise et je vais devoir, entre guillemets, allouer mon argent
sans que personne dans le casino le sache, je décide de l'allouer sur une personne. D'accord? Et de dire, dans ce cas-là, cette personne qui est rentrée avec 100 euros, en soi, je rajoute 10 euros sur cette personne sans qu'elle le sache. Et si elle gagne, je gagne 10% de ce qu'elle a gagné. Sur qui vous mettriez votre argent? Pour moi, ça paraît évident. Et pourtant, vous savez que c'est pas rationnel. Parce que là encore, quelle est la seule chose qui va faire que le gars à la table de poker va vous rapporter de l'argent? Le long terme. C'est pas compliqué. Ça se situe qu'à ça. C'est-à-dire que ton joueur pro ce jour-là, il n'a pas plus de chances de gagner qu'un autre. Par contre, si ce joueur pro, et si on prend entre guillemets cette expérience et qu'on la reproduit sur 1000 jours de suite, tu es sûr que c'est sur ce gars-là qu'il faut miser. Tu le sais, c'est évident. Et pourtant, sur le jour J, ton choix, aussi rationnel peut-il paraître, ne l'est pas plus que de miser sur n'importe lequel des chalands qui a une chance infime de gagner 1 million à la machine à sous ce jour-là. Le deal, c'est le long terme. Si vous reproduisez pas l'expérience, ça n'est que du vent. D'accord? Miser sur le plus smart, le plus machin, ça sert à rien. D'accord? Que je vous dis, c'est le temps qui fait la fucking différence. C'est à travers le temps que le joueur de poker professionnel gagnera plus d'argent que celui qui vient faire le touriste. C'est avec le temps que le touriste, même s'il gagne 1 million, finira par les reperdre. Bon, 1 million, il va peut-être pas les reperdre. Mais tu vois ce que je veux dire? Un gars qui vient et qui va faire un mini jackpot, là, tu vois, c'est de dire les gars qui gagnent 200, 300 balles. Tu sais que ces gars-là, ils vont les reperdre. Petit à petit, dans les 10-15 prochaines fois où ils vont revenir au casino, et les 10 ou 20 000 prochaines petites pièces qu'ils vont mettre dans la machine, ils vont finir par les reperdre. Doucement. Et évidemment, en plus que dans l'ensemble des milliers de gens qui font ça, il y a des contre-exemples. Vous allez me trouver un mec qui a gagné 200, puis la fois d'après 2000, et puis 1 million. Oui, un pour des centaines qui se font dégommer. Il y a toujours ces contre-exemples qui fascinent. Et c'est ça que vous voyez en plus sur les réseaux, sur YouTube, machin, etc. Soit vous voyez des gens qui sont des anomalies statistiques, mais il n'y a pratiquement aucune chance que vous ayez le même biais statistique que cette personne, d'accord? Soit c'est des vrais menteurs en plus, pour la plupart. Des menteurs effrontés qui de toute façon seront démasqués à travers le temps. Et oui, parce que en soi, vous tombez de nouveau dans les biais. Vous revoyez ça comme du casino, et il ne faut pas. Vous devez avoir une stratégie de A à Z qui maîtrise les biais. Comme on l'a dit, vous devez savoir ce que vous faites exactement. Vous devez avoir une part de réaction, mais ce n'est pas réagir aux informations, c'est réagir à ce qui se passe sur un graphique. Si votre graphique, concrètement, il change de direction et que ça ne va pas, il faut être conscient que ça ne va pas. Dans ce cas-là, le risque augmente. Et si face à ça, vous avez la réaction inverse en mode du coup, j'en achète 10 fois plus, ben non, ça va pas. Voilà. Ok? Mais tant qu'un truc est ni validé ni invalidé, on touche rien en fait. Et c'est pas le dérivé de la volatilité, avec quelle intensité la lumière va s'allumer. Est-ce qu'elle va s'allumer d'un coup avec un super jackpot ou est-ce qu'elle va recracher tout doucement ses bénéfices? On s'en fout. Vous ne maîtrisez pas, d'accord, ces aspects statistiques. Il n'y a pas de statistiques là-dedans. La machine va redistribuer de façon aléatoire. Oui, vous vous racontez des histoires en permanence pour essayer de rationaliser des biais qui sont complètement à l'écart de votre influence. Vous n'avez aucune influence sur ces trucs-là. Et après, ça vous rassure de dire ah ouais, mais ça monte parce qu'il y a la guerre ou je sais pas quoi, ou machin, ou bidule. Mais on s'en tamponne de ça. Encore une fois, regardez des fucking graphiques.
Parce que le graphique, c'est là que vous pouvez faire des statistiques. Ok? Sortez de ça, là. Sortez du bling-bling et du ah, j'ai l'impression que ça gagne pas mal dans ce secteur-là, donc j'y vais, ou ça gagne pas mal sur ce truc-là, donc j'y vais. Ou ah ouais, j'ai l'impression qu'effectivement, les jetons gaming, dernièrement, ça a bien fonctionné. Mais non, là encore une fois, je sais pas ce que vous faites, mais c'est pas statistique. À partir de là, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, mais le résultat de cette expérience, il est que plus vous continuez de raisonner comme ça, plus vous jouez à la machine à sous. Concrètement, constamment baladé par des informations souvent contradictoires, des biais statistiques qui n'en sont pas, d'accord? C'est-à-dire, vous allez dire derrière, ouais, mais j'ai bien l'impression quand même que ça va là-bas. Phil, tu peux pas dire l'inverse. Regarde ce qui s'est passé sur tous les tokens, machin. Oui, mais comme je te dis, reproduis l'expérience. C'est-à-dire, sur les 100 prochaines fois où le truc semble se déplacer sur un nouveau secteur, vas-y et dis-moi si à la fin tu as gagné de l'argent. Construis une statistique réplicable et apporte-moi la statistique qui me montre que suivre les narratifs, ça gagne de l'argent. À 5% le lurker pour avoir de quoi miser à la table de poker. Alors, je ne comprends pas la question. Il faut reformuler, c'est juste que je ne comprends pas. Non, ce que je veux dire, c'est que à travers le temps, les narratifs, c'est non significatif. Ces narratifs s'annulent les uns les autres. La seule chose qui restera, c'est la valeur. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le narratif, c'est tout ce qui peut se produire sur des petits time frames. C'est des effets d'emballement. D'un coup, telle machine va être en hyperactivité pour une raison qui est souvent, je te dis, voilà. Soit c'est des effets de masse, c'est-à-dire d'un coup, il y a plein de gens autour de la machine, donc la machine va être surexploitée parce que dès qu'un mec va quitter cette machine, tout de suite, il y en a 10, 15 qui vont aller derrière, bref, voilà. Et puis, les gens qui sont autour de cette machine, à force de regarder, se disent, bon, mais je vais aller jouer sur les machines à côté, tu vois, ou un truc comme ça. Donc, tu vas avoir des effets moutonniers comme ça, qui sont encore une fois de la psychologie de marché, mais il n'y a aucun aspect statistique derrière. La redistribution du capital, elle ira toujours de la même façon. Plus les gens jouent de cette façon, à essayer de jouer autour de la machine qui gagne, ou de se mettre sur les machines à côté, c'est pas des biais rationnels. C'est juste, ils vont finir par faire ce qu'ils font toujours, perdre de l'argent, et derrière, l'argent ira toujours soit au market maker, soit au broker, à travers le temps. C'est pas une expérience qui peut être reproductible avec une espérance de gain réelle. Non, ce que je vous ai dit, c'est que justement, là où il faut aller plus loin, c'est sur des endroits où on peut faire des statistiques. J'ai pas dit qu'à court terme, on ne pouvait pas trader. J'ai juste dit que malheureusement, à court terme, c'est surtout des effets psychologiques qu'on a. À très court terme, j'entends. D'accord? Ou alors, il y a des statistiques qui peuvent être faites sur le très court terme. C'est apprendre à lire un carnet d'ordre en sachant que, là encore, les brokers font tout pour brouiller les pistes. Donc, moi, je l'ai toujours dit, à plus court terme, c'est très très compliqué quand même de vraiment gagner de l'argent aujourd'hui dans les marchés qu'on a aujourd'hui. C'est juste parce que les brokers trichent clairement. Quand moi j'ai commencé ça il y a plus de 10 ans, ça allait encore. Aujourd'hui, les carnets d'ordre, c'est complètement fluffy, c'est n'importe quoi. Euh, et puis aujourd'hui, il y a tellement de produits dérivés que voilà. À l'époque, il y avait très peu de produits dérivés, donc on passait tous sur les futurs. Donc en soi, on avait un forme de flux d'informations relativement centralisé. Aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Entre la bulle sur les options et tout le délire, il y en a dans tous les sens. Wow, j'en sais rien, je ne saurais pas te dire. Après, moi, j'ai tout essayé. Donc, je vais te dire, en partant du scalping à l'intraday, au day trading, au swing, et maintenant carrément à des investissements sur plusieurs années, euh, tout, voilà, tout mélangé, ça fait énormément de trades. Voilà, donc moi je vous dis aujourd'hui, à court terme, c'est un petit peu compliqué, c'est devenu vraiment une guerre d'information ou de traitement de l'information, ou très sincèrement, je pense qu'à moins d'être justement très technique dans ce domaine-là, je vous imagine mal avoir un edge face à d'autres gens. Donc le trading intraday, pour moi, c'est vraiment
au mieux, vous tradez sur les bornes de volatilité et vous essayez de faire ça relativement correctement, mais surtout pas suivre les narratifs, pas faire de trading en breakout sur l'intraday ou des trucs comme ça. Enfin, ça, c'est une catastrophe. Pas faire de trading de momentum non plus, hein. Ça, c'est très très dangereux. Mon échantillon est-il suffisamment large? Je pense que oui, oui. Comment ça, sur quelle base? Bah, tu sais que toutes les plateformes de trading, bah bien sûr que si, je le sais. Mais les plateformes le font toutes, ça. De te dire, voilà, quel est ton pourcentage de trades gagnants, de machin, de bidule, etc. Comment ça, quelle est la somme des deux? Mais je fais plus j'ai plus mes comptes de scalping et tout ça. Je sais rien de combien de trades j'ai passé en scalping. Ouais, globalement, enfin si, je peux te le dire à peu près. En vrai, je pourrais le faire. Bon, scalping, je devais passer au moins une trentaine d'ordres par jour au minimum. Euh, enfin, on va dire oui, oui, allez, entre 20 et 40. Ça fait 10 trades, hein, parce qu'il y a l'entrée et la sortie. Donc, on va dire entre 10 et 20 trades par jour, à 300 jours par an. Enfin, il n'y a que 250 jours de trading. Donc 250 fois 2-3 ans, ça fait quand même déjà pas mal de trades. Dans l'intraday, j'en faisais quand même un peu moins. Ça, c'est plus, on va dire, 4 trades par jour. 4-5 trades par jour. Le swing, c'est 4 trades par semaine. Et le moyen long terme, c'est 4 trades par an. Oh, c'est un peu plus que ça quand même, hein. Parce que l'intraday, après, tu vas mettre plusieurs actifs, le swing aussi. Et puis surtout, c'est cumulatif. C'est de dire, le scalping, j'ai réduit considérablement, mais je le faisais encore quand je faisais de l'intraday. Tu sais, c'est pas j'arrête de scalper, je fais de l'intraday. C'est pas aussi simple que ça. Oh, je te dirais, dans ma vie, j'ai dû passer 50 000 trades, un truc comme ça. 40-50 000 trades. Je te dis grosso merdo, là, a priori, ça doit être un truc comme ça. Non, peut-être pas 40-50 000, je suis peut-être un peu abusé là. Mais je fais toujours de l'intraday aujourd'hui, c'est ça que... Mais oui, moi j'ai gagné à peu près partout. Le problème, c'est qu'il y a des stratégies qui sont plus difficiles à maintenir dans le temps. Euh, le scalping, je gagnais, j'ai beaucoup gagné au scalping. C'est ça qui m'a fait mes débuts. Mais je me suis fait très peur aussi, parce que le scalping, bonjour les effets de levier. Euh, donc, on va dire, je pense que si j'avais reproduit l'expérience de scalping plusieurs années encore, j'aurais fini par m'en manger une vénère. Donc je dirais plutôt ici que c'est mon money management qui m'a sauvé et le fait que j'ai pas reproduit l'expérience trop longtemps. Mais très sincèrement, je pense que j'en aurais mangé une vénère en scalping au bout d'un moment. Pas à me tuer, hein, mais un truc à me flinguer 2 ans de gains, enfin pas 2 ans de gains, mais à me flinguer la moitié de mes gains. En day trading après, le day trading, j'étais pas très très bon. Moi, j'étais plutôt dents de scie sur le day trading. euh, Parce que je faisais du day trading swing machin. Et ça, c'était un peu la nulle. Voilà. Donc, c'est plus que le day trading, ça m'a pas trop trop correspondu. J'y ai passé un an et demi. J'ai bien capté le truc, hein, mais c'était pas là où j'étais le meilleur. Le swing, clairement, ça, c'était très très profitable. Et aujourd'hui, l'investissement, c'est indéniable. Mais tu peux pas investir si t'as pas d'argent. C'est pour ça le biais souvent qui est chiant, quoi. Pardon, je me reposais de reposer ma question. Quels outils psycho et statistiques utilises-tu pour réduire et éliminer le bruit? Eh ben, mets en place une analyse de tout ce que tu vas considérer comme du bruit. Qu'est-ce qui te tire vers des décisions stupides? C'est pour ça que je vous dis, j'ai supprimé Twitter mon l'autre jour, parce que ça m'impactait en fait. J'allais sur Twitter et puis je voyais justement ce flou juridique de gens complètement débiles. Et ça me rendait relativement haineux en fait. Et je me suis dit, putain, c'est pas bon en fait. Ça me met dans une ambiance réac.
Nope. Moi, je suis juste là pour faire mon taf. Je suis en désaccord avec une large partie des gens qui font pour moi ce que j'appelle autre chose, mais je m'en fous. Je suis pas là pour changer leur vie, tu vois. Donc, je m'en fous. C'est juste de dire, au contraire, par contre, si je commence à avoir des réactions en mode un peu haineuse sur des trucs comme ça, c'est malsain. C'est-à-dire, ça commence moi-même à m'impacter et ça doit pas être comme ça. Donc, hop, ça dégage. Essayez de supprimer au maximum le bruit. Essayez de ne pas passer sur ces trucs très clingants là, qui brillent de partout. Ça change tout le temps. Essayez de ne pas suivre l'information ou alors suivez-la avec une dynamique. D'accord? C'est-à-dire, essayez d'avoir une source d'information, de préférence la moins biaisée possible, qui récolte plein d'autres sources d'informations. D'accord? Donc, c'est pas une source, c'est une source qui récolte des sources. Comme ça, au moins, en fait, vous avez une activité agglomérée. Et à partir de là, essayez de voir les tendances qui émergent de ces trucs-là ou pas. Voilà. Moi, c'est plus de moins possible, j'essaie de m'informer sur ce qui se passe parce que je m'en fous. Et je vais souvent prêter l'intention qu'à une ou deux news d'un coup quand elles se produisent sur des zones de prix qui m'intéressent. C'est-à-dire quand je cherche un breakout ou un truc comme ça et que je vais voir, c'est là où je vais prêter attention à une information. Simplement dans les contextes de breakout. Sinon, pour moi, le reste, ça sert à rien. En général, comme je dis, au range, les gens sont boules. Les news sont haussières, c'est fantastique. Et pourtant, je m'en bats les couilles, c'est ici que je dois vendre. Donc, je ne dois pas regarder ces informations haussières. Sinon, je vais être là, ah, peut-être que ça va breaker, il y a tellement de bonnes news. Et puis, tu es là, en fait, nique ta race, je m'en fous. Au pire, je prends un stop, c'est un trade, il y en aura d'autres, c'est pas grave. Donc, pas se laisser impacter par ces trucs subjectifs, surtout parce que la plupart du temps, bah, tous les projets vont communiquer à outrance dans les hauts de range, etc. et tout ça. Et dans le bas de range, tu vas avoir tous les gens qui te disent ah, mais ton token il est mort, il sert à rien. Mais on s'en fout, c'est pareil. Qu'est-ce que j'en ai à branler que tu me dises que mon token il est mort? Je m'en fous, c'est le graphique qui va me le dire, pas toi. Ok? Donc en soi, qu'est-ce qui se passe? Quand ça monte, vous avez plein de bonnes nouvelles qui vous expliquent pourquoi ça monte. Vous voyez, je vous voyais ce matin en train de vous secouer sur Stride là. C'est super, il y a plein de news sur Stride en ce moment. STTIA, ST machin, des airdrops, des bidules, putain, c'est fantastique. Ouais, bah, enfin, regardez vos graphiques. Ça doit vous alerter déjà, la zone sur laquelle on est sur Stride. C'est pas maintenant qu'il faut tomber dans le panneau, hein. Mais c'est très bien le swing trading. Le swing, c'est bien. Le problème, c'est que c'est un peu un time frame qui s'est retrouvé complètement bouché pendant l'ère Trump et qui est encore très compliqué à gérer aujourd'hui avec les manipulations évidentes qu'il y a sur les marchés. Mais c'est comme ça, voilà, c'est de dire aujourd'hui les marchés sont sous tutelle, c'est comme ça. Et malheureusement, le swing trading dans cet environnement-là, c'est pas facile. C'est pas facile. J'en ai fait les frais justement bah, dans l'ère Trump, là, 2019 et tout ça. Là, voilà. Ça a été très compliqué en swing. Parce que là, tu te manges un trimestre et demi, en sachant que ça va baisser, mais ça baisse pas. Et tu es là et tu fais putain, fais chier, fais chier. En plus, tous les jours, les news sont péraves et les jours sont longs. Hein. Tu vois, de novembre à février, ça fait 3 mois. 3 mois, c'est putain de long tous les jours à bouffer de la merde sur les réseaux, alors que tu sais que ça va baisser. Bah, tu sais. Tu sais qu'en tout cas, toi, tu peux plus acheter, voire tu as des raisons de vendre. Donc, c'est très très compliqué pour moi. Cette période-là a été vraiment difficile. C'est là où je dis que d'ailleurs j'arrêtais un peu le swing, enfin que je swing. En tout cas, le swing n'avait pas vraiment d'intérêt pour ma part. Enfin, ça devenait compliqué de faire du swing dans ces environnements-là. Voilà. Ah bah Nolus, en revanche, voilà, justement, Nolus, ça doit pas faire briller tout le monde à ce moment parce que c'est pas, voilà, mais ils vont rebondir. Enfin, je pense. Moi, je vois pas pourquoi ils rebondiraient pas. Voilà, on est sur le bas de range, bah voilà, tu vois, ça c'est détecté, c'est du classico. Voilà. Attention, ça peut baisser encore un peu. Ah mais non, on est sur les contextes là. Non, bah voilà. Enfin, tu vois, moi ça, je comprends pas quand du coup ça n'intéresse pas les gens, tu vois, c'est pas, oh non, c'est pas génial, ça fait pas 30% sur une journée. Bon, bah, faites ce que vous voulez. Bah non, pourquoi j'irais liquid stake mes TIA sur Stride? Ils sont déjà stakés. Je peux pas unstake, enfin je peux pas unstake pour liquid stake, etc. Oui, oui, mais la hype, je m'en fous. Voilà, c'est que je dis, je m'en balèque de la hype. C'est assez simple de vous l'expliquer comme ça, en fait. Enfin,
Vous faites comme vous voulez. Moi, je vous dis juste, je fais mon travail, c'est-à-dire je fais mon analyse statistique et puis c'est tout. Oui, oui, mais c'est pas grave. Le drop de stride, il est fantastique sur les premiers jours parce qu'il n'y a personne, mais tu vas voir qu'il va chuter vénère. C'est un coup de promo, c'est toujours pareil. Qu'est-ce qui est lock 6 mois? Ah, l'airdrop stride est locké sur 6 mois? Ah, fun fact. Ah ben là, ils sont smart. Sinon, j'allais dire c'est des gros débiles. Mais ok, s'ils vous donnent un airdrop locké, ça c'est smart. De toute façon, ils sont smart chez Stride, hein. Voilà. Ça m'aurait étonné qu'ils donnent autant d'argent comme ça là. L'impact du ça, les cosmonautes vous ont fait un truc sur Atom One. Non, 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 ils donnent pas 5 ans, pas 5% de la supply de Stride. Non, 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 ça me paraît énorme. Eh ben, c'est pas très malin ce qu'ils font. 5%, c'est beaucoup trop pour un token. Après, voilà, ils veulent. C'est stratégique. Voilà, je pense qu'il y a une velléité stratégique. Moi, j'aurais clairement pas fait 5% et je leur aurais jamais conseillé de faire autant. C'est beaucoup trop. Mais bon, voilà. C'est Celestia, je vous l'ai dit, c'est l'enjeu du prochain cycle. Eh ben, ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, non, je pense pas. Bref, donc on dérive. Là, on avait dit à la base émission psychologique. Donc on va rester sur la psycho. Oui, moi je pense que c'est plus ça. Ils veulent tuer la compétition, mais voilà. Bon. Euh, Après, je vous l'ai dit, Celestia, c'est un enjeu stratégique du cosmos, clairement. Clairement un enjeu stratégique. Mais attention, hein, moi je pense qu'entre les airdrops qui vont pas. Enfin, ils font tout, hein, voilà. Mais moi je pense qu'attention, il va y avoir des contreparties. Voilà. Moi, de toute façon. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez. Moi, ma stratégie sur TIA, c'est je vends mes rewards. C'est tout. Moi, je vends mes rewards et je me pose pas plus de questions. Estetia, est-ce que du coup je vais sortir pour essayer d'être éligible à un machin ou je sais pas quoi? Pff, pas sûr. Bah non, c'est justement le but de ce truc-là. Il y a un aspect psychologique et moutonnier. Les gens s'enfilent parce que quelques personnes ont dit qu'ils avaient gagné beaucoup d'argent, donc ils y vont, donc il y a machin. Donc Stride actuellement, c'est un peu psycho. Mais quand tu regardes ton graphique, est-ce que c'est le genre de psycho contre laquelle tu veux lutter? Moi, je m'en fous. Stride, je les ai achetés là, hein. J'en ai rien à branler de ce qui se passe là, hein. Et quand je vois les teubés qui étaient là, ouais putain, j'ai fait un 10x, machin, je sais pas quoi. Bah ouais, moi ça y est, je viens de faire 10x et je suis pas en train de me branler sur les toits, hein. Parce que la façon avec laquelle on fait le 10x, je sais qu'on va le tenir. Voilà. C'est tout. Donc après, vous faites comme vous voulez. Puis moi, Stride, j'ai mis que dalle. J'ai mis 0,5% de portefeuille dedans. Donc je suis pas en train de me branler la nouille en disant, ça y est, je suis super riche, j'ai tout compris, c'est moi le meilleur. Non, juste de dire, voilà, vous devez voir le range, d'accord? On est plutôt sur de l'hebdo là. Donc, vous voyez bien le range, on a frappé les bornes 4 fois, ok, ça break. Bon, ben voilà, on est sur la zone où ça va freiner à 5, hein. Mais je ne sais pas ce qui va se passer ici. Il va se passer deux choses, voilà. Soit ici, on va ranger, on va faire des suivis de tendance. Ben, on est en hebdo, donc ça va être des suivis de tendance 4 heures. Donc, il faut y aller tranquille, les gars. À ce stade-là, ça veut dire payer les moyennes en 4 heures. Regarde où elle est la moyenne. Donc, tu as capté le deal ou il faut continuer longtemps là? Donc, attention, c'est pas maintenant qu'il faut y aller. Là, si on retournait à la moyenne, on retourne au breakout. D'accord? T'as capté ou pas? Donc,
Surveille en hebdo, tu mets ta moyenne 20, parce qu'on va le faire là comme ça, pour histoire d'y voir quelque chose quand même. Putain, ça me fait bizarre d'avoir TradingView en français. Euh, C'est pas une moyenne 20, ça. Ok, donc la moyenne 20, elle est à 1,86. D'accord? C'est-à-dire que là, si aujourd'hui on retrace à la moyenne, on revient visiter le niveau de breakout. Donc, tu as compris le truc? Ah merde! Depuis tout à l'heure, vous n'avez pas mon écran. Ah merde! Ah ben, vous auriez pu me le dire avant. Je suis désolé. Bon, bah, vous l'aurez sur le replay. Je suis désolé. Ah ben, en même temps, au moins, comme ça, vous aurez eu une émission full psycho. Ça, c'est, on peut pas faire mieux. Je suis désolé, j'ai pas capté. Vous auriez pu me le dire avant. Bon, bref, voilà. Donc, sur ce truc-là, il n'y a pas trop de. Oula, pourquoi j'ai plus les indices? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ok, donc là, si je remets ma moyenne. Mais il m'embête, pourquoi il garde pas le 20 là? Ok. Donc, concrètement, vous voyez bien que là, pour l'instant, il va falloir que ça prenne du temps avant qu'on puisse faire les suivis de tendance sur ce truc-là. Donc, pareil, vous faites l'analyse statistique. Ça ne veut pas dire que Stride va réagir ou qu'il va pas faire n'importe quoi et s'envoler à 200 $ ou je sais pas quoi. On s'en fout. Tout est possible. Par contre, la seule chose, c'est que vous savez ce que vous devez faire. Et à partir de là, le reste, ça ne dépend plus de vous. L'incertitude, ok, qu'est-ce qui va se passer? Soit votre structure va être invalidée, on partira sur une séquence alternative ou un truc comme ça, soit ça va partir en couille, parce que ça peut tout à fait partir dans le bon sens aussi, hein, et de dire, ah, d'un coup, les débiles s'enfilent les uns après les autres, et bien alors, qu'est-ce que tu fais? Ton marché il devient excessif, donc qu'est-ce qu'on fait dans un marché excessif? Est-ce qu'on intellectualise pour dire, ah, je sais jusqu'où ça va monter? Non, on demande à un expérimenté, et puis voilà. Ah mais moi en bas, hein, moi j'ai payé 40-50 centimes les strides, hein. J'en avais déjà. Mais le seul endroit où j'ai renforcé, c'était à 50 là. Juste après le moment du rachat. Alors j'en ai acheté un peu avant le rachat, à l'annonce de rachat, donc c'était par là. J'ai dû en payer une partie. Non, pardon, c'était là. Donc j'ai dû en acheter une partie à 70-75. Et après, ils ont décidé de dump, alors qu'il y avait le système là, enfin l'offre de rachat éventuelle par le hub ou etc. Tout le monde était là, ah non, c'est nul. Bah, je peux te garantir que moi, à 45 balles, enfin 45 centimes, j'en ai chargé, hein. J'en ai mis 0,5% de portefeuille. Non, un. Voilà. Et après, bah, c'est facile. Moi, Stride, ça a été. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un take profit sur la troisième borne. Pardon, là. Donc, moi, j'ai géré un take profit à 1,63. Là, je revends un peu. Et voilà, c'est tout. Mais j'en garde, hein. Une très large partie de mes strides, je les ai toujours, hein. Là, j'ai dû vendre 25, 20, 20, 20% à peu près pour l'instant. 20, 25. On va dire 10 là, 10, 15 là. Et là, je suis en train de vendre un peu tous les jours, là. Mais j'ai Osmosis. Mais si, Stride, moi je dégage tout à un moment donné, hein. C'est pas dans les trucs noirs, hein. Moi donc Stride, ça dégage, hein. Enfin, ça finira par dégager. Mais ma prochaine entrée sera sur la moyenne en 4 heures, donc voilà. Donc clairement pas tout de suite. Mais j'ai des stratégies pour tout et je vous les partage en plus. Je peux pas faire mieux en fait, les gars. Faites vos analyses, d'accord? Moi en ce moment, je fais quoi chez Cosmos? Je recharge Nolus. J'ai repris DYDX sous les 2,50, mais donc maintenant ça m'intéresse plus. J'ai pris Axelar en portefeuille. J'ai pris Neutron sur le bas de range là. Donc à 1 balle, j'ai pris Neutron. Je vends Osmosis depuis 1,50 là. Enfin, tout ça, j'ai vendu moi. Et voilà. Mais quand je dis vendre, ça veut dire que je ne vends pas nécessairement mon deposit, je vends mes rewards. Voilà. C'est plus, moi, je fais de l'arbitrage de rewards dans Cosmos. C'est tout. Voilà.
Et Celestia, pareil, je vends les rewards. Pardon, je sais pas pourquoi il est pas. Mais lui, je pense que je vais le mettre en noir. Ouais. Pas encore totalement sûr de garder Tia à long terme. Faudra que je vois comment ça se gère en bataille avec Eigenlayer et tout le bordel. Mais je pense qu'il a déjà gagné sur la data availability. Bah, DYDX, ça veut dire s'il monte trop haut, je le vends. C'est un token value. Donc moi, si un value commence à s'envoyer dans la stratosphère, je vends. Value, ça veut dire que ça rapporte du yield, d'accord? C'est que je prends des rewards et que c'est ça qui m'intéresse comme rendement dans DYDX, c'est les USDC que je reçois, c'est tout. Mais détenir le token, ça ne m'intéresse pas au-delà d'une certaine mesure. Quand, quand le rendement va baisser, bear market ou un truc comme ça, je ne veux pas avoir ça. Bon, je vais arrêter le replay pour qu'on... Putain, en plus, c'est à 1h25, parce qu'on a fini sur la partie psycho, si vous voulez reprendre des trucs Voilà. Donc, je coupe la partie replay, je peux rester encore un moment si vous voulez, mais on arrête pour la partie replay.